Salut à tous, bande de psychopathes, et bienvenue dans ce nouveau Joker Manga Time, aujourd'hui consacré à Eleven Eyes. Alors mettons tout de suite les choses au clair, cette émission contient énormément de spoils, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de les passer en cliquant sur l'indicateur de niveau de spoil en haut à droite. Prêt à disséquer Eleven Eyes en ma compagnie? C'est parti! Commençons par l'histoire. Eleven Eyes nous propose de suivre les aventures d'un groupe d'étudiants qui, pour des raisons inconnues, se retrouvent de temps en temps téléportés dans un monde parallèle, la Nuit Pourpre, qui ne leur veut pas que du bien. Chaque élève découvrira au cours de l'aventure qu'il a un pouvoir. On a donc Kakeru qui a un cache-œil que l'on pourrait qualifier d'horriblement laid. Sérieusement, on est d'accord que le cache-œil tout simple que l'on retrouve dans Another ou Tokyo Ghoul est bien plus classe que cette atrocité. Kakeru ne va pas très bien dans sa peau depuis le suicide de sa sœur quelques années plus tôt, alors que l'espèce de flashback incompréhensible au début du manga n'a pas l'air de nous présenter qu'un simple suicide. Kakeru a en fait un œil jaune qui lui permet d'avoir quelques prémonitions et qui s'avère souvent utile en combat. On a également Yuka, amie d'enfance de Kakeru, qui est bien entendu amoureuse de Kakeru, si c'est pas mignon. Yuka a l'étrange habitude d'être vue en contre-plongée pour laisser au spectateur le droit d'apercevoir sa culotte. Son pouvoir est de supprimer le pouvoir des autres. Le groupe peut également compter sur Misuzu, qui peut sortir des sabres magiques de nulle part, de Takaisa, qui est pyrokinésiste, de Kukuri, qui sort des chaînes de nulle part et qui est l'exact sosie de la défunte sœur de Kakeru, et on aura également Yukiko, qui a le pouvoir de se régénérer. Yukiko est également atteinte de dédoublement de la personnalité. Quand elle a ses lunettes, elle est toute gentille, alors que quand elle les enlève, elle devient une meurtrière assoiffée de sang. Lorsqu'ils sont dans la Nuit Pourpre, les héros sont pris en chasse par des monstres armés de tentacules. Hop, attendez 2 secondes, il me semblait pas être tombé sur Hentai moi. Bon, à vrai dire, j'ai été surpris vu que le site où j'ai découvert ce manga ne le plaçait pas dans la catégorie Ecchi. Du coup, je savais pas à quoi m'attendre. Bon, après j'ai découvert que c'était l'adaptation d'un jeu vidéo de type éroge, c'est-à-dire présentant du contenu érotique. Quand on sait ça, tout prend son sens. Reprenons, ils sont donc poursuivis par des monstres à tentacules, mais également par 6 chevaliers noirs qui protègent un endroit où est emprisonnée une fillette. Les chevaliers noirs cherchent à tuer le groupe de lycéens, et quand les héros leur demandent pourquoi, ils ont pour simple réponse... Toute la continuité du manga ne sera que des allers-retours entre le monde réel et la Nuit Pourpre, faite de manière totalement aléatoire. Les passages en la Nuit Pourpre ne seront que des combats au cours desquels le groupe cherchera un coup de se reformer, un autre coup de tuer un chevalier noir, alors que dans le monde réel, ils chercheront à comprendre ce qui leur arrive, ils s'entraîneront, régleront leurs histoires de cœur et expliqueront au fur et à mesure leur propre histoire. Je vous avouerai que je suis assez partagé par rapport aux personnages. Alors qu'en apparence semble assez bien construit, il manque souvent de profondeur entre les « je vais te protéger » et les « mais moi aussi je vais te protéger » qui sont présents de façon régulière. Et le pire, c'est les personnages secondaires, entre le duo supposé humoristique qui sortent des gags qui sont pas suffisamment travaillés, leur voix qui m'énerve, mais sérieusement, lui quand je l'entends, je n'ai qu'une envie, c'est de lui mettre des claques. On a également l'infirmière de l'école qui pourrait facilement faire passer Smoker de One Piece pour un non-fumeur. On a également la fille qui, on le sait, dès le premier regard, aura un rôle important pour la suite, mais qui met du temps à venir. Et puis il y a des scènes où je me suis tout simplement demandé pourquoi ça se passe comme ça. Kakeru est blessé à cause de son pouvoir, il est alors soigné par Misuzu. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils passent la nuit nus ensemble? Bien entendu, c'est choisi pour qu'il y ait des quiproquos avec Yuka qui devrait très certainement aller voir un psy. Dans la tête de Yuka, Kakeru s'éloigne d'elle, donc elle n'est pas une épouse parfaite. Donc elle doit l'être. Du coup, elle se met à préparer du thé avec un grand sourire, même si c'est juste après le décès d'un autre personnage ou après une très grosse révélation. Et puis, préparer du thé, c'est pas suffisant. Il faut se faire désirer, alors elle se balade dehors en soulèvement. Et puis vu qu'elle est jalouse, elle met des lames de rasoir dans le thé de Misuzu. Et les autres, ils font rien, ils la regardent faire, sans broncher, en attendant que ça passe. C'est quoi votre problème, les gars? Ah oui, je vous ai parlé du décès de personnage. Au bout d'un moment, les chevaliers noirs, ils en ont marre de se faire tuer les uns après les autres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils vont dans notre monde, ils tuent l'infirmière qui est également la mère adoptive de Takaisa pour qu'ils s'énervent et se mettent à détruire la ville, pour qu'au final Yukika soit forcée de le tuer. Et là, la grande question que je me pose, c'est pourquoi avoir attendu les 2 tiers du manga pour aller dans le monde des héros alors qu'au début ils attendaient patiemment que les héros soient amenés dans la Nuit Pourpre? Et puis c'est également le moment que la fille que l'on voit depuis le début choisit pour faire des grosses révélations. Au final, les chevaliers noirs avaient abandonné leur aspect humain pour sceller une méchante sorcière. Les pouvoirs de la sorcière se sont séparés en quelques fragments qui se sont dispersés dans plusieurs mondes, mais qui se sont par la suite retrouvés dans le même monde. Bref, une histoire incompréhensible de monde parallèle. Finalement, on comprend que les chevaliers noirs ne sont pas méchants, mais qu'ils veulent éviter que la sorcière ne retrouve tous ses pouvoirs. Puisque le monde dans lequel ils se trouvent appartient à Yuka et que Kukuri n'était qu'une invention de Yuka pour faire plaisir à Kakeru, elle disparaît.
Comme ça. Après toutes ces révélations, ils sont envoyés dans la nuit pourpre. Yukika, bien énervé d'avoir perdu Takahisa, cherche à éliminer les chevaliers noirs. Les autres arrivent pile au moment où Yukika se fait extraire son fragment, la privant de son pouvoir de régénération, la menant à la mort. Et puis là, vu que Yuka va très bien dans sa tête et qu'elle était plus préoccupée à préparer du thé qu'à écouter les révélations, elle décide de lancer le fragment dans le cristal, redevenant la très méchante sorcière, lui donnant par la même occasion l'immortalité. À partir de ce moment-là, ça part en vrille. Yuka se fait tuer, Misuzu et Kakeru sont renvoyés dans leur monde, les deux chevaliers noirs se battent contre la sorcière. Vu que Kakeru se sent impuissant de ne pas avoir pu protéger Yuka et de ne pas pouvoir se battre contre la méchante, Misuzu lui dit qu'il y a moyen qu'il gagne en puissance, mais pour ça, il faut qu'il l'épouse. Et vu que c'est parfaitement logique, ils s'embrassent et font des trucs de grands. La puissance de leurs ébats ouvre alors une brèche entre leur monde et la nuit pourpre. La dernière chevalière noire débarque, dit que son maître est mort et que du coup, elle ne veut plus protéger le monde. La méchante débarque, vole l'œil de Kakeru qui lui permet d'ouvrir la porte des enfers et c'est la fin du monde. Sauf qu'en fait, non, vu que Kakeru a eu une grosse prémonition, empêchant la mort de Yuka et lui permettant de se battre contre la sorcière pour la sceller dans une autre dimension. Tout est bien qui finit bien, Misuzu, Yuka et Kakeru finissent dans un autre monde que le leur, dans lequel Yukika et Takahisa sont encore vivants. Bon, personnellement, je suis vraiment déçu par la décision de faire en sorte que la quasi-totalité des personnages reviennent à la vie. Si on décide de faire mourir des gens, c'est pas pour retourner sa veste, juste pour avoir un happy end. Mais c'est pas le pire. Il y a un OAV. Bon d'accord, les OAV sont des hors-séries. D'accord, ils ne suivent pas forcément les événements du manga. Mais là, on se retrouve quand même avec des personnages qui sont au courant des dernières révélations alors qu'ils sont supposés être morts à ce moment-là. En plus, les mecs sont partis dans leur gros délire. Ils changent les pouvoirs, ce qui fait que Kakeru voit à travers l'événement, ou que Misuzu fait apparaître des gods. Les chevaliers noirs deviennent les pervers rangers, pas Power Rangers, hein, pervers rangers. Et la sorcière fait du sadomasochisme avec le chef des chevaliers noirs. Vous l'aurez compris si vous avez tout suivi, Eleven Eyes a, à mon sens, de très grosses lacunes. Mais étrangement, j'ai quand même regardé le manga jusqu'au bout, vu que le mystère était suffisamment bien mis en place pour que je m'y accroche. Et puis il faut avouer que toutes les lacunes finissent par en devenir comiques, vu qu'elles sont nombreuses et maladroites. On arrive même à rire devant l'OAV en voyant à quel point il est décalé par rapport à tout le reste du manga. Si vous avez suivi tous les spoils, vous avez certainement dû remarquer qu'ils étaient assez flous. En même temps, il me faudrait 2 heures pour que je puisse vous raconter tout le manga et que ça ait un sens. Donc, si finalement j'ai réussi à éveiller votre curiosité, n'hésitez pas à regarder cet animé et même à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La dissection est terminée pour aujourd'hui, n'oubliez pas de laver vos outils pour la prochaine fois, on risque d'en avoir besoin.